Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Donc, je me présente, je m'appelle Sandy Desra, je suis chercheur au CNRS et je vais vous introduire aujourd'hui la session AMA. Donc, la session AMA Ask Me Anything, qui est vraiment faite pour vous, pour répondre à vos questions sur la carrière dans le domaine de la chimie médicinale. Donc, ces entretiens sont organisés donc, par le groupe des jeunes chercheurs de la SCT, le Young Men Chem Forum. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le Young Men Chem Forum avant que Amanda euh, et, Léa se présentent. Donc, le Young Men Chem Forum est un groupe de 8 chimistes médicinaux à la fois de la recherche académique et de l'industrie, qui a débuté, c'est un groupe qui a été créé en 2022. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, est d'aider les étudiants et les jeunes chimistes à s'informer sur les métiers de la chimie médicinale et sur la chimie médicinale. Donc, nous avons déjà lancé plusieurs actions, dont cette session Ask Me Anything. Et aujourd'hui, vous avez la 4e édition qui est dédiée cette fois aux chercheurs post-doc et aux étudiants en thèse. Nous avons également commencé à réaliser des mappings pour identifier en France essentiellement les laboratoires de l'académique et de l'industrie qui travaillent sur la recherche en chimie médicinale, donc vraiment pour orienter vos recherches dans les post-docs et dans vos futurs métiers. Mais également pour les plus jeunes, les différentes formations de master qui s'intéressent à la chimie médicinale en France. Nous avons également débuté en 2022 le premier programme de mentoring, le programme de mentoring dédié aux étudiants en master 2 et en première année de thèse, puisque pour les étudiants qui sont en fin de thèse ou en postdoc, il y avait un programme européen qui est organisé par le FMC. Donc 17 étudiants ont participé à ce programme cette année, qui est encore en cours. Et nous allons aussi également lancer des différentes actions pour favoriser les étudiants en thèse ou en postdoc à travers une présentation de leurs travaux de thèse ou essentiellement d'un article scientifique qui vient d'être publié à travers une petite vidéo de 5 minutes qui pourra être publiée sur le site de la SCT. Donc, je vous rappelle que la SCT propose beaucoup d'actions, donc n'hésitez pas et essayez de vous inscrire à la SCT. La cotisation est relativement raisonnable, de 15 € pour les étudiants en thèse et de 30 € pour les étudiants en postdoc. Vous pouvez vous renseigner sur le nouveau site internet de la Société chimique de France, dont vous voyez ici l'adresse, et vous pouvez suivre notre groupe sur LinkedIn et sur Twitter. Donc aujourd'hui, nous allons commencer cette session avec Amanda Garrido et Léa Boucher. Je vais les laisser se présenter. Tout d'abord, Amanda. Merci Sandy et bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Amanda Garrido. Je travaille actuellement en tant que maître de conférence à l'Université de Lyon. Et tout d'abord, en fait, mon parcours, j'ai commencé par faire donc la faculté de pharmacie à Toulouse. Quand j'ai fini ça, j'ai fait en fait un master 2 à Caen, en Normandie, dans la mention donc drug design, où j'ai pu du coup faire un stage de 6 mois et me familiariser avec la chimie médicinale. Ensuite, j'ai enchaîné avec une thèse de recherche, donc sur 3 ans, où là j'étais donc à l'université de Tours, dans l'équipe de Alain et Cécile Gueffier, où j'ai travaillé là encore en chimie médicinale sur la découverte de nouveaux principes actifs qui ciblent le cancer du sein triple négatif. À la fin en fait, de ma thèse, donc j'ai soutenu à la fois ma thèse de sciences et ma thèse de pharmacie. Ensuite, j'ai trouvé donc un poste d'ATER, donc au même endroit où j'avais fait mon master 2, sous la direction donc, du docteur Thomas Cailly, où là, j'ai encore travaillé sur un sujet à l'interface entre la chimie et la biologie, mais ici, c'était plus axé sur la découverte de nouveaux outils pour le diagnostic et l'imagerie médicale. Et à la fin de cet ATER, j'ai été recrutée maître de conférence à l'Université de Lyon, où je travaille dans l'équipe COSBA. Et j'y enseigne la chimie organique, essentiellement pour les étudiants de 2e année. Et mes recherches portent sur le développement de nouveaux antibiotiques.
Merci Amanda. Nous allons passer maintenant à Léa. Merci Sandy. Donc bonjour à tous et aussi bienvenue de ma part à cette première session AMA de l'année 2023. Donc mon nom est Léa Boucher. Je travaille actuellement comme Senior Scientist à Hoffmann-La Roche, qui est donc une industrie pharmaceutique localisée à Bâle en Suisse. Donc mon parcours est le suivant. Donc je suis originaire de Paris. J'ai effectué toutes mes études de chimie organique jusqu'au master à l'université Pierre et Marie Curie. Et au cours de ces études, j'ai fait 2 stages en industrie, dont un à Sanofi Aventis en chimie médicinale, qui a été du coup ma première interaction avec la chimie médicinale, où j'ai travaillé sur la synthèse de molécules anticancéreuses. J'ai finalisé mes études par un stage de Master 2 en organocatalyse dans l'équipe du professeur Eric Rose. Et ensuite, en fait, j'ai décidé de quitter la France pour aller tout d'abord en Allemagne, où j'y suis restée pas mal d'années, à Berlin notamment. Et là, j'ai fait une thèse en synthèse organique, où j'ai fait notamment beaucoup de click chimie dans le groupe de Hans Ulrich Reissig à la Freie Universität Berlin. Et en fait, par la suite, j'ai fait 2 cours post-doc, un en académique, en collaboration avec la Freie Universität et l'hôpital de la Charité, donc sous la tutelle du docteur Dernede. Et là, j'ai fait plutôt, j'ai travaillé dans un laboratoire de biophysique. Et ensuite, mon second stage était en industrie, donc à Bayer Pharma, où j'ai travaillé en chimie médicinale et donc a été ma première. Enfin, juste après, j'ai été embauchée par la suite en tant que chef de laboratoire en chimie médicinale, donc en 2015. Et en fait, c'est vraiment à Bayer que j'ai tout appris. J'y suis restée 7 années. J'ai dirigé plusieurs projets en oncologie. Beaucoup de projets ont été en collaboration avec le Broad Institute, notamment, qui est aux USA à Boston, mais aussi avec le SGC, qui est le Structural Genomic Consortium. Et il y a pas mal d'universités qui travaillent dans ce consortium, notamment en Allemagne ou en Angleterre et même au Canada. Et en fait, en 2019, j'ai fait une sorte d'échange inter-entreprise dans un autre département de Bayer, qui était un centre d'innovation de Bayer dans le département d'Alliance Management. Donc, c'est là où on apprend un peu, où on gère les collaborations. Et j'ai fait ça en Chine pendant 3 mois. Et donc là, notamment, on cherchait des collaborations potentielles avec des laboratoires de chimie à l'université de Pékin ou de Tsinghua. Finalement, je suis revenue en chimie médicinale, c'était aussi le début de Covid. Et après, en fait, en 2021, j'ai décidé d'élargir mes horizons et en me rapprochant un petit peu de la France. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Hoffmann-La Roche, où je travaille actuellement en chimie médicinale. Et je te repasse la parole, Sandy. Merci Léa. Donc, nous allons pouvoir débuter un peu la session. Donc, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête et essayez, si possible, d'allumer votre caméra quand vous posez votre question. Quand vous posez votre question, pardon, c'est vraiment plus sympathique pour nous. N'oubliez pas d'éteindre votre microphone si vous ne parlez pas. Et nous avons enregistré la session donc, pour pouvoir diffuser sur le site de la SCT par la suite les différents échanges. Donc, je vous remercie et puis la discussion est donc ouverte. Amanda et Léa vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Du coup, je vais commencer. Oui. Merci. Bonjour. Très bien. Bonjour. Je voulais savoir si un doctorat, c'était vraiment obligatoire pour pouvoir travailler dans ce domaine, ou si un master, par exemple, chimie moléculaire à l'université, c'était faisable en industrie après. Ou... Alors, je pense que tu veux plus parler d'un travail plus dans l'industrie, du coup, que dans l'académique. Oui. D'accord. Donc, c'est plutôt Léa, du coup, qui va pouvoir t'aiguiller. Donc évidemment, tu peux trouver un travail en industrie avec un master. Ça va juste dépendre un petit peu du quel type de travail tu souhaites avoir. Donc si vous avez un diplôme de master, le boulot qui sera, ce sera plutôt technicien de laboratoire. Ce sera plus un travail à la paillasse principalement. Donc c'est pas du tout le même métier. Si par contre après vous faites un
un PhD, c'est vrai qu'on peut, on peut avoir l'ambition de devenir, par exemple, chef de laboratoire ou chef de recherche, par exemple. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Yoann Bouvet, je suis en première année de doctorat à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et je voulais savoir, pour travailler, que ça soit, enfin, pour travailler en entreprise à l'issue d'un doctorat, est-ce qu'il vaut mieux faire un post-doctorat en milieu académique ou alors il vaut mieux essayer de trouver un post-doctorat en entreprise, à l'étranger? Euh, Moi, je dirais que ce serait plus dans une entreprise, plus que dans l'académique. Après, Léa, peut-être tu n'auras peut-être pas la même vision, mais Oui, c'est marrant, j'ai peut-être même pas la même vision alors que j'ai fait un postdoc en, en industrie. En fait, je pense que on fait pas les mêmes choses si on fait un postdoc en industrie ou en académique. Et une grosse différence, j'ai envie de dire, ce sera les publications. Donc, il y a peut-être moins de chances de publier si on fait ça en industrie qu'en académique. Ce sera peut-être une des grosses différences. Après, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est plutôt le sujet du postdoc et peut-être pas l'endroit forcément où vous allez le faire. Si c'est un bon sujet qui vous motive et qui est innovant, je dirais que c'est peu importe si c'est en industrie ou en académique. Je sais pas, Amanda, si tu veux encore ajouter D'accord. quelque chose. bah oui, c'est vrai que si vous regardez forcément tout ce qui est publié, après attention, hein, dans l'académique, en un an, c'est pas sûr d'avoir une publi non plus, hein. C'est même assez rare aussi, donc dans tous les cas, c'est quand même compliqué de publier. En vrai, moi, je dirais que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une cohérence dans le projet professionnel. Si tu veux travailler, je sais pas, plus en interface entre la chimie et la biologie, ou te spécialiser vraiment dans quelque chose qui ensuite, par la suite pourra te servir dans l'industrie, bah, c'est plus la cohérence du parcours en fait qu'on va regarder. Donc, que ce soit en académique ou en industrie, bon, en vrai, si c'est cohérent et que tu apprends plein de nouvelles compétences, bah, les industriels, je pense qu'ils vont être très contents d'avoir ça. D'accord, Après, merci. ouais, si je peux ajouter encore quelque chose, c'est vrai que on apprend énormément juste en faisant un postdoc en industrie. Donc, si effectivement l'ambition c'est de travailler en industrie après, on découvre une grosse partie du métier déjà, de ce qui va devenir après. Donc, on vit avec les chimistes médicinaux et on voit vraiment comment ils travaillent. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une bonne vision du travail en industrie au cours de ce postdoc finalement. D'accord, merci. Parce que moi, je sais pas exactement encore si je veux m'orienter plus vers l'industrie ou l'académique à la fin de ma thèse. Mm. Mais je sais que j'avais réalisé un stage de M1 en entreprise en Allemagne, à Francfort. Mhm. Et bon, vu que c'était un stage de M1, après, j'avais comme mission, j'étais un peu technicien de laboratoire. Ouais. Et je sais que ça me plaisait beaucoup de voir en fait la différence entre le milieu académique et industriel et de voir qu'en fait les Mm. problématiques sont pas du tout les mêmes. Mhm. Non. Et donc à la fois, enfin il y a des côtés intéressants en fait dans les 2. Donc pour l'instant, je sais pas exactement où je vais vouloir m'orienter, mais je sais que peut-être qu'un post-doctorat ensuite, en entreprise serait bénéfique, après avoir passé 3 ans en académique, essayer de switcher, entre l'un et l'autre pour essayer d'avoir une vision d'ensemble Mm. des différents, de là où on pourrait travailler ensuite en chimie médicinale. Alors déjà, il y a un critère que sûrement peut-être que tu sais déjà, c'est est-ce que tu aimes bien enseigner? Oui, j'aime bien aussi. Parce que C'est ça, il y c'est quand avait même un critère, enfin, si tu veux enseigner en industrie, du coup, bon, tu peux avoir la possibilité d'intervenir des fois dans des universités, mais ce ne sera pas le cœur de ton métier. mmh, Alors que dans l'académique, tu as soit la possibilité d'être maître de conférence, mais du coup, tu es enseignant et chercheur. Ou si tu veux dans l'académique faire que de la recherche, là, il va falloir que tu passes des concours qui sont quand même assez difficiles. C'est le concours germain du CNRS
pour être chargé de recherche, ou là, tu fais vraiment que de la recherche, mais dans le milieu académique. Hmm. D'accord. D'accord, d'accord, merci. Ouais. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. je me présente, donc je m'appelle Arthur, je suis en dernière année de thèse et j'aurais une question. Justement, à la fin, en sortant de thèse, à quel type de poste au niveau industriel on peut avoir, et notamment, comme c'est mon cas, avec un diplôme de pharmacien, déjà, est-ce que ça peut être valorisant d'une part, et quel type de poste, du coup, ça peut nous permettre d'avoir dans le domaine privé? Donc là, c'est pour une position en chimie médicinale. Ouais, c'est ça. OK. Bah, la position, ce sera la position classique de chimiste médicinal ou chef de laboratoire, hein. Mais après, il faut vraiment se rendre compte que c'est quand même relativement difficile de trouver une place en industrie. Et du coup, vous D'accord. allez vous retrouver en compétition avec des gens qui auront peut-être un postdoc en plus. Ok. J'ai envie de dire qu'il faut quand même essayer et postuler. Mais c'est vrai Mhm. que la plupart des gens qui postulent chez nous, ils ont tous un ou même deux postdocs. Donc après, ça va vraiment dépendre du profil du candidat et de ce qui a été fait. Pour le diplôme de pharmacie, je ne suis pas très sûre que ça fasse une différence, à moins que vous vouliez postuler à un autre département que la chimie médicinale, j'ai envie de dire. D'accord. Je pense que, par exemple, ceux qui ont fait pharmacie, ils travaillent aussi en développement, en formulation, par exemple. Mhm. Mais Ok. je serais moins sûre là de... Ouais. D'accord, ouais. Donc si je vous comprends bien, même dans le milieu privé, si on veut un poste fixe, je dirais, il faut quand même qu'on ait derrière nous un ou deux postdocs quand même. Oui. Oui, enfin, au moins un, je dirais, mais bon, ça, c'est préférable. Oui, là, je vois que Nicolas, D'accord. il a écrit dans le groupe, dans le chat, il a tout à fait raison. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est le postdoc, c'est comme une expérience en plus après le PhD, finalement. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai ouais. que c'est possible d'entrer dans d'autres entités privées plus petites et après essayer, par exemple, de repostuler en Big Pharma. Je pense que ça D'accord. peut aider. Le but, c'est d'avoir une expérience Mhm. professionnelle aussi en plus. Ok, ouais, donc pas forcément, voilà, pas forcément postdoc, mais une expérience quand même dans le privé avant de. Ça serait un équivalent, par exemple. Ouais, D'accord, je pense, ouais. Merci, Nico. d'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, Lucas? Oui. Bonsoir, merci, Bonsoir. merci pour vos présentations. Alors du coup, moi j'avais plusieurs petites questions. Alors du coup, pour me présenter, moi je suis en postdoc actuellement. Et au niveau de mon parcours, j'ai d'abord fait des études de pharmacie avant de faire une école d'ingénieur chimiste, puis un doctorat. Et en fait, une des questions que je me posais, c'est qu'en fait, pendant la thèse, et là en l'occurrence en ce moment le postdoc, c'est vraiment complètement extérieur, enfin c'est vraiment de la synthèse organique pure et dure sans application côté medchem. Alors pour la thèse, c'était un peu une volonté aussi parce que je voulais vraiment travailler le côté synthèse indépendamment des applications pour sortir un peu de l'étiquette pharma. Et ma question, c'est est-ce que malgré le fait que je me sois éloigné de cet aspect-là, est-ce que si j'envisage peut-être un deuxième postdoc, mais dans le côté medchem, ça peut me permettre d'avoir une porte d'entrée ou est-ce que le fait de m'être éloigné de cet aspect médicinal, bah, ça peut être une barrière? Donc, j'ai bien compris, vous avez fait une thèse et un postdoc en synthèse organique pure, c'est Oui, ça? c'est ça. Bah, non, au contraire, je pense que c'est très bien. Donc, vous avez un peu les doubles connaissances, que ce soit chimie organique ou pharmacie, on va dire. Donc, au contraire, non, c'est un profil très intéressant. Et le plus important, quand même, c'est vraiment la synthèse organique. Donc là, vous avez Ok. ce Même si qu'il c'est faut. pas sur de la chimie médicinale. Ouais, même si c'est pas de la Ok, chimie médicinale. d'accord. Le but, c'est vraiment d'être capable de montrer qu'on peut s'adapter à tout type de chimie et qu'on sait chercher les voies de synthèse et qu'on peut définir des nouvelles voies de synthèse pour des nouvelles molécules. Donc, peu importe l'application finalement. D'accord, bah, merci pour votre réponse. Et du coup, je rebondis sur ça. Et par rapport au post-doctorat, est-ce que vous pensez que le fait d'en faire un seul et en France, ça peut suffire, entre guillemets, ou est-ce que c'est mieux d'en faire un deuxième à l'étranger, en entreprise? Enfin, si je devais en faire un deuxième, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Encore une fois, j'ai envie de dire que ça devrait être
un bon thème de postdoc. Je pense que c'est ça qui est plus important. Oui. Après l'expérience à l'étranger, je serais la première à vous dire que c'est une super expérience et que s'il y a moyen de le faire, il faut y aller, quoi. On apprend beaucoup de choses et c'est super enrichissant. Donc, ça sera toujours un plus et ça sera bien vu sur le CV d'avoir une expérience à l'étranger. D'accord. Ensuite, évidemment, on est en recherche, hein, et comme vous savez, l'anglais, c'est primordial. Donc, au moins, vous pouvez montrer que vous savez parler anglais, que vous savez vous adapter dans les nouvelles situations. Donc, c'est forcément un plus. Après, 1, 2 postdoc, si vous en avez déjà un, je pense que c'est très bien et vous pouvez déjà tenter de postuler. Hein, c'est pas... D'accord. Ouais. Bon, super. Amanda, Merci tu peux beaucoup. peut-être rajouter quelque chose? Je sais pas, Oui. j'ai oublié. Ah non, 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 je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Après, voilà, si le but, c'est pas non plus d'enchaîner des postdocs, Ouais. donc le plus tôt, c'est le mieux Mm. pour postuler. Donc voilà, D'accord. Super. Et merci beaucoup pour vos réponses. De rien. c'est D'autres questions? Bonsoir. bonsoir, Charlie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis postdoc en troisième année et je suis actuellement en Angleterre. Et j'avais une question plutôt au niveau académique. Donc pour le concours de maître de conférence, Ouais. ils sont différents en fonction de chaque poste, bien entendu. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir un peu votre expérience par rapport à, je pense surtout à l'oral, sur comment ça s'est passé à l'oral et toute la procédure, entre guillemets, à partir du moment où le poste est publié sur Galaxy, Oui. comment ça s'est passé avec le laboratoire pour postuler? Alors déjà, donc faut que tu sois qualifié aux fonctions de maître de conférence. Donc ensuite sur Galaxy, quand le poste est ouvert, tu vas avoir une fiche détaillée avec toutes les ressources à donner. Donc généralement c'est un CV très détaillé, comme une lettre de motivation. À partir de là, il y a une phase où donc tu déposes ton dossier. Il y a des jurys qui vont évaluer ce dossier-là. Et il me semble que c'est en janvier, tu as la réponse. Si tu es sélectionné, et si tu es sélectionné, ensuite tu vas passer l'oral dans la ville auquel tu as postulé. Généralement, ce qui est toujours commun, c'est que tu as forcément une présentation de ton parcours, à la fois donc académique et au niveau de tes projets de recherche. Moi, j'ai candidaté sur Caen, Limoges et Lyon, parce que c'était les 3 postes qu'il y avait cette année-là. Généralement, il y en a entre 0 et 3 par an, hein, de postes, enfin je parle pour la chimie médicinale. Pour Lyon, on m'a demandé en plus une leçon. Donc, c'est-à-dire qu'un mois avant, on te donne le sujet de la leçon et c'est une leçon qui doit durer 10 minutes. Pour Limoges, je n'avais pas de leçon. J'avais juste ma présentation de mon parcours, le projet de recherche, enfin, les projets que j'avais menés et comment je peux intégrer ma recherche au sein de l'équipe d'accueil. Donc, en gros, il faut que tu arrives avec des petites idées de projets, etc. Donc, tu dois du coup lire la bibliographie de l'équipe, savoir sur quoi ils travaillent et essayer de trouver un sujet qui pourrait les intéresser. À Lyon, c'était pareil, hein. À chaque fois, ils demandent ça. Et à Caen, je n'ai pas été sélectionnée pour l'oral. Donc, en gros, c'est ça. Et après, 1 mois, 2 mois après, tu as la réponse. Tu as le classement. Ok. Et est-ce que vous êtes rentré en contact avec le laboratoire avant de postuler? Euh, avant les oraux? Oui, par exemple, ils donnent une Oui, adresse mail. Ok. oui, avant les oraux, en fait, je me suis déplacée à Limoges et à Lyon pour visiter les locaux, pour voir l'équipe de recherche et l'équipe d'enseignement. Et je sais qu'on m'a dit que ça avait beaucoup plu, à la fois à Limoges et à Lyon, de se déplacer. Alors, généralement, pour les oraux, on est entre 8 et 10 candidats à être sélectionnés. Et voilà, et on m'a dit que le fait de s'être déplacé, en gros, j'avais été, je crois, la seule à me déplacer. Tous les autres avaient fait en visio parce que c'était l'époque un peu encore Covid. Et par contre, c'est très bien vu de se déplacer. Parce que recruter quelqu'un que tu vois en fait que pendant un quart d'heure, ben, ça leur fait un peu peur parce qu'après, c'est à vie.
Donc, si tu peux les voir avant, leur montrer, voilà, le côté agréable et tout, ben, c'est toujours mieux. Ben, ça les rassure en tout cas. Et puis pour toi aussi, hein, parce que tu vas pas aller dans une ville ou une équipe où si tu vois que le labo, il est pas top, enfin, toi aussi, tu as le choix de dire, ben non, en fait, c'est pas là où je veux aller. Merci beaucoup. Tu parlais des temps, Amanda, est-ce que tu peux rappeler sur combien de temps dure la présentation, puis les questions qui se déroulent après? C'était une question qui avait aussi. Sur la présentation de mon parcours et de ma recherche, c'était 10 minutes aussi. 10 minutes de leçon. Et après, c'est 20 minutes de questions. Et sur les membres du jury, moi, ils étaient 19. C'est généralement un comité avec la moitié, ce sont des personnes extérieures à la faculté qui demandent le poste. Et 50%, ce sont des personnes de la faculté. Merci beaucoup. Et juste, est-ce que vous avez essayé plusieurs années d'affilée ou vous l'avez eu du premier coup? Parce que j'imagine que 0 à 3 postes par an, du coup, ça fait pas beaucoup. Non. Et avec tout le nombre de candidats, je me dis que ça doit être assez compliqué de réussir du premier coup à avoir le poste. Oui, alors j'ai de la chance, je l'ai eu du premier coup. Mais par contre, quand j'ai candidaté, tout le monde m'a dit, il faut candidater au moins une fois, parce que généralement, c'est pour s'entraîner, quoi, parce que c'est quand même un exercice pas évident, à part pour se présenter, etc. Mais faire une leçon en moins de 4 semaines, sachant que soit on est en ATER, soit on est en postdoc, donc c'est pas évident. Pareil, le dossier écrit, c'est au moins une vingtaine de pages, donc ça demande du temps. Et j'ai eu de la chance d'avoir été recrutée du premier coup. Mais généralement, les gens, ils le font sur au moins 2 ans. Au moins, ils essaient 2 à 3 ans. D'accord. Mais après, tout peut arriver. Enfin, voilà, ça dépend. Du coup, je vais juste peut-être rebondir là-dessus, toujours sur le même sujet. J'ai vu dans votre parcours que vous avez été recruté relativement tôt, justement. Oui. Vous avez dit, ouais, vous l'avez eu du premier coup. Parce on m'a dit en moyenne, j'ai fait une formation, on m'a dit en moyenne, c'est 4 à 5 ans après la thèse pour être recruté en tant que maître de conférence. Oui. Et donc, du coup, 2 points. J'ai vu que vous avez fait votre parcours en France. Est-ce Je que suis ça. tout le contre-exemple, c'est vrai. Voilà, c'est ça. On est Parce qu'on d'accord. parce qu'on nous dit il faut au moins une expérience à Oui. l'étranger après la thèse. Parce que moi, Oui. personnellement, j'ai fait mon master 2 en Angleterre. On m'a dit Oh, c'est même génial, ça, ça. c'est. Ouais. Ouais, mais on m'a dit ça comptera pas. Donc, Non, c'est voilà. faux. Ok. Bon, bah, c'est un point C'est faux. positif. Voilà. Mais du coup, la deuxième question que je me posais, c'est par rapport au fait que vous avez été recruté relativement tôt, par rapport au nombre de publications qu'ils demandent. Parce que je sais que c'est aussi un critère très important dans la Oui. sélection. Oui. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous a été reproché ou pas. Oui. Ou si vous en aviez beaucoup ou pas, justement. Alors en fait, déjà pour être qualifié pour passer les oraux, il faut au minimum en avoir une, première D'accord. auteur. C'est la condition, voilà. Ensuite, effectivement, moi, quand j'ai passé le concours, donc l'an dernier, enfin il y a 2 ans, j'avais que 4 publications. Et effectivement, par rapport aux autres qui avaient des post-docs, qui avaient au moins 10 ou 20 publications, c'est pour ça que vraiment, je n'y croyais pas. Parce que je savais que D'accord. niveau recherche, en plus, j'ai fait pharmacie. Donc, je me rajoute encore un peu. Enfin, voilà. Et pourtant, c'est passé. C'est passé Mhm. parce que, en gros, il faut être là au bon endroit au bon moment. Mhm. Ici, à la fac, à Lyon, ils voulaient absolument un pharmacien. Donc, sur les 8 D'accord. candidats qu'on était à Limoges ou à Lyon, on n'était que 3 pharmaciens. Ok. Il voulait absolument un pharmacien, donc ça tombait bien. Et il privilégiait en fait surtout le côté pédagogique, parce que du coup, pendant ma thèse, j'ai donné des cours magistraux. Et ça, par contre, ça les a beaucoup plu. Mhm. Et, euh, et ensuite, et le fait d'être jeune, entre guillemets,
ça les a plu aussi parce qu'en fait, ils se sont dit, bon, ok, elle est plus faible en recherche, mais on croit en ses compétences et en gros, on va lui donner l'opportunité de s'adapter rapidement à nos sujets de recherche et de monter des projets tout neufs. Donc, c'était un peu sur ça qu'ils ont misé. Mais oui, effectivement, à côté de moi, j'avais des gens qui avaient des CV niveau scientifique. Moi, je ne faisais pas le poids. D'accord, ok, ouais, parce que c'était ma principale inquiétude quand même. Parce que l'objectif principal, moi, pourquoi je me suis lancé dans la recherche, c'est pour faire de l'enseignement après. Mais effectivement, au Ah vu oui. de le. Mais par contre, le fait d'être pharmacien, là, dans Mhm. l'académique, en tout cas pour ma part, ça a été un atout. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis aussi, Parce ça peut. que même à Limoges, j'ai été classée aussi première. Donc, c'est D'accord, qu'ils voulaient aussi un pharmacien. Donc, d'accord. pour le coup, même à Limoges, même si niveau scientifique, j'avais pas un solide de solide publication, pas assez, quand même, c'est passé, même à Limoges. D'accord. Donc, en fait, c'est plus le profil et être là au bon endroit au bon moment. Ok. Bon, Voilà. merci. Et faire un bon oral, Amanda, ce que tu as fait, je pense. Oui, aussi, voilà. Il y a aussi, oui, c'est vrai. La leçon, par contre, oui, non, si la leçon, ça a été décisif pour Lyon, par exemple. Le fait de. En plus, c'était une leçon sur la chimie organique. Et en gros, ils ne voulaient pas quelqu'un qui soit que dans la chimie orga et faire un cours vraiment fondamental sur la chimie. Ils ont aimé le fait que j'ai jonglé entre l'orga, ok, mais la chimie orga appliquée à la synthèse d'un médicament. Donc ça, du coup, ça les a beaucoup plu aussi. Ok, merci. D'autres questions? Du coup, j'ai une autre question. Ce serait Oui. sur ce que vous pensez de la chimie du flux dans le domaine dans ce domaine-là. Si vous pensez que c'est bien ou ça peut devenir quelque chose d'intéressant par la suite. En flux continu, la chimie en flux continu, je sais Ah, en flux, d'accord, j'avais pas bien. La chimie en flux, c'est ça? pas. Ouais, Ok, mais pour en quel flux continu. avantage, pour quel domaine? De industrie ou les deux, enfin, ou université. Tu peux préciser un peu plus? Du coup, est-ce que la chimie en flux, ça peut être un atout par la suite Ah oui. pour trouver un travail dans ce domaine-là de la chimie médicinale, en industrie? Je viens de comprendre, c'est flow chemistry. Oui. Oui, Yes. voilà. Oui, très bien. C'est une bonne question. C'est pas utilisé partout quand même, non? Non. Mais moi, je dirais que c'est plutôt intéressant en fait. C'est quand même, comme on essaie d'être toujours un peu plus rapide, efficace, ouais, la chimie en flux, ça peut être pas mal. Ça peut être une expertise que vous avez et que vous ramenez aussi Ouais, dans au labo. l'entreprise, même s'ils l'ont pas, ouais, ou dans le labo finalement. Ouais, on fait des hydrogénations comme ça de plus en plus souvent. C'est un peu plus safe comme méthode. Oui, pourquoi pas? En fait, oui. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Moi, j'avais une question. Bonjour. 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 Je me présente, je suis Luna et je suis en troisième année de thèse en chimie médicinale à Paris. Et donc, vous avez parlé beaucoup des choix de sujets, ou de projets pour les post-docs. Donc, c'est à ce niveau-là que j'avais plutôt des questions. Moi, j'aimerais bien me diriger plutôt vers la recherche en industrie. Et donc, comment choisir ces projets? Est-ce qu'il vaut mieux choisir quelque chose de différent de ce qu'on a fait en thèse, même si ce qu'on a fait en thèse, ça nous a beaucoup plu et on aimerait bien continuer, on va dire, dans ce domaine. Voilà, comment choisir ces sujets, même si c'est aussi en fonction de ce qu'on trouve. Mais voilà, plutôt à ce niveau-là.
Je peux vous demander ce que vous avez fait en thèse, du coup, enfin, ce que vous faites en thèse? Oui, moi je travaille sur des conjugués inhibiteurs de la thérapie ciblée et de l'immunothérapie. Moi, je dirais que surtout, il faut savoir ce qu'on aime faire. Si vraiment cette chimie-là t'intéresse et que tu veux vraiment être spécialiste là-dedans, vas-y. Mais si tu veux t'ouvrir à d'autres types de chimie, pourquoi pas faire un sujet plus avec de la bio? Ben, moi, je trouve que c'est plutôt bien de s'ouvrir à tout. Euh, donc, enfin, je sais pas, moi, je dirais que c'est un peu... Puis en fonction de toi, ce que tu aimes, en fait. Les compétences que tu veux apporter sur un CV, Ouais. ben, c'est toi qui vas construire, en fait, ton parcours professionnel en fonction de tes affinités. Ok. Donc, je dirais plus comme ça. C'est une réponse parfaite, il n'y a rien à ajouter. Bah, Donc après, ça dépend, parce que des fois, c'est vrai qu'on essaye de voir par rapport à ce qu'attendent les employeurs, s'ils attendent vraiment beaucoup de compétences ou des choses assez ciblées. ça, en fait, tu vois, comme mon profil, en fait, on peut pas dire, hein, il faut que je remplisse cette case pour avoir un job. Ouais. Parce qu'en fait, ça dépend tellement des opportunités, tellement de... Mhm. Donc non, tu fais ce qui te plaît. Et il faut pas se dire, ah ben voilà, j'ai le CV parfait, donc forcément, je vais trouver du travail après. Non, c'est faux. Donc quand même, ce qui revient, c'est surtout avoir des publications. Mhm. Mais après, niveau domaine, vaut mieux faire un peu de tout, je pense. D'accord. Ok. Oui, je rejoins tout à fait Amanda là-dessus. Et encore une fois, comme elle a dit, il n'y a pas de profil exact. Et ce qu'on recherche aussi, c'est un peu la diversité dans les profils des gens. Donc, effectivement, si vous savez expliquer pourquoi vous avez pris cette décision, pourquoi vous avez choisi ce projet, parce que vous l'aimez bien ou pour avoir une compétence en plus, c'est tout à fait suffisant. Je pense que Ok. chaque profil a son originalité finalement. Ok. Merci beaucoup. Oui, une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voudrais poser mon question en anglais. I'm a postdoc in France and in the university. As a foreigner, usually in the academy, we speak English is no problem. And I would like to know works in the pharma, the environment that they will only speak in English or mixed with the language, the country, and English. Because when I see the announce of the jobs, most of the time they will say English and the local language is plus need to ask to speak mostly. So my question is, what's the environment in the pharma? So usually in pharma industry, the first language is English. Okay. But people will always ask you to speak the language of the country where you are, I want to say. So, but yeah, you shouldn't be worried because the first language stay English all the time. Yeah. Okay. So if I only speak English to find a job like in Germany, that it will make it more difficult? No, I think you're totally fine. Okay. You'll be fine. Yeah. Thank you. You're welcome. D'autres questions? J'avais encore une question qui peut paraître un peu bizarre. Est-ce que c'est mal vu après sa thèse, après ses 3 ans de doctorat, toute la fatigue, le stress qu'on a accumulé au bout des 3 ans, de vouloir faire 6 mois de césure et faire quelque chose de complètement différent de la chimie? Par exemple, je sais pas, travailler en tant que serveur dans un bar ou enfin n'importe quoi qui a rien à voir avec la chimie, juste pour se changer les idées, quelques mois et ensuite revenir, à la chimie et ensuite partir sur un post-doctorat ou n'importe quoi. Je voulais savoir en fait si c'était mal vu ou non? Alors déjà, après la thèse, généralement, les gens ne trouvent pas de suite un travail. Genre, tu vas finir ta thèse,
au mieux en septembre, tu vas soutenir, au max en décembre pour l'école doctorale. Et généralement, c'est quand même difficile durant la fin de ta thèse de gérer les corrections, la rédaction, les dernières manips, et de faire un CV, de regarder les offres d'emploi. Enfin, ça prend vraiment du temps, hein, de regarder tous les sites, être à l'affût sur chaque poste qui peut apparaître sur les sites internet. Donc déjà, ça va te prendre du temps, en fait. Donc, en fait, pendant ce temps-là, tu peux effectivement travailler à côté. Mais du coup, ce ne sera pas du temps perdu parce que de toute façon, trouver un travail ou autre chose après la thèse, c'est pas forcément de suite. Donc on sait que c'est difficile. Et que si tu soutiens en décembre, peut-être que oui, au 1er janvier, tu n'auras pas forcément de postdoc ou d'entretien, donc c'est normal. Alors après, de ton choix, vraiment faire une césure, si tu travailles, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut rester dans le truc quand même. Il faut pas trop s'éparpiller. Parce que la route est quand même longue après, quand même, si tu dois faire des postdocs, etc. Donc si tu veux souffler, oui, prendre quelques mois, etc. Euh, mais je dirais que de toute façon, il va falloir que tu te plonges dans les offres d'emploi, etc. Et ça prend du temps. D'accord, merci. Oui, je crois que là-dessus, Amanda, elle a raison. Et puis, généralement, les petits trous dans les CV, ils vont te demander Ouais. si tu peux le justifier et expliquer pourquoi. Peut-être que ça peut passer. Oui, J'avoue que moi, j'ai fait aussi une petite pause d'1 mois et demi entre ma thèse et mon postdoc. Donc, ouais, mais ça peut se justifier en disant j'étais en train de chercher du travail, quoi. Ouais. Après, chercher pendant 6 mois, 1 an, après, on va se dire c'est un peu bizarre, peut-être. Mm. Mais après, ça me paraît pas déconnant de pendant quelques mois chercher du travail et du coup d'avoir un petit job à côté. D'accord, merci. Ouais. Maureen? Oui, bonjour, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, je ne peux pas activer la vidéo, je suis désolée, je voulais juste rebondir sur la question qui vient d'être posée, qui peut-être peut le rassurer dans son interrogation. Personnellement, j'ai soutenu ma thèse le 16 décembre dernier et je suis actuellement en voyage en Guadeloupe. Et j'avais décidé, avant de soutenir, que je voulais prendre 4 mois pour voyager. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer une chercheuse américaine lors d'un congrès en septembre. Finalement, elle m'a recontactée pour un postdoc. Quand je lui ai dit que j'étais en voyage, elle m'a dit pas de souci, elle m'attend. Et finalement, le temps de faire les papiers, tout ça, je ne vais commencer qu'au mois de mai. Donc, c'était pour dire qu'il y a des fois où les gens acceptent qu'on fasse une césure, ce qui est normal. Ils comprennent qu'on ait besoin de souffler. Et moi, dans mon cas, ça a été plutôt bien accueilli. Il n'y a pas eu de problème. Et du coup, pour une deuxième expérience, j'ai une collègue qui a soutenu en juillet 2021, qui voulait faire un postdoc aux États-Unis, mais n'était pas satisfaite de son anglais. Elle a pris bien 6-8 mois pour prendre des cours, rejoindre son copain déjà en postdoc aux États-Unis. Et donc, elle a commencé à chercher un postdoc uniquement quasiment 8-10 mois après sa soutenance. Et en 1 mois et demi, elle a trouvé un postdoc aux États-Unis. Et donc, finalement, elle a commencé son contrat 1 an après sa soutenance. Donc voilà, c'était juste pour, pour apporter 2 expériences qui montrent que parfois c'est possible aussi et que c'est pas mal vu de faire un break. Après, je dis pas que 2 ans de break, ça me paraît beaucoup trop, mais si tu as envie de voyager quelques mois, je pense que c'est largement possible. Et comme on te l'a précisé juste avant, la recherche d'un postdoc ou d'un job peut être assez longue. Moi, j'ai eu de la chance, mais parfois ça prend un certain temps. Donc, tu peux très bien partir voyager, faire autre chose et puis en même temps mettre à jour ton CV, faire des candidatures et le temps de trouver, de passer l'entretien, de faire des visas si tu vas à l'étranger, ça peut te prendre largement 6 mois. Voilà, c'était juste pour apporter un témoignage. Ah, merci Maureen. Ouais, merci beaucoup de partager ça. D'autres questions?
des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu ou que vous aviez posées sur le site lors de l'inscription? Moi, j'aurais une dernière question. Du coup, le métier, en entreprise en tant que chercheur, j'imagine, il est plus du tout à la paillasse. C'est, du coup, est-ce que c'est beaucoup de relationnel avec les clients? Essayer de trouver des nouvelles voies de synthèse, mais ensuite, qui sont, proposées aux techniciens et ensuite tout le travail est fait par les techniciens, mais nous-mêmes, en tant que chercheurs en entreprise, on n'est plus vraiment à la paillasse, j'imagine? En fait, tu as les 2 modèles, hein. Donc déjà, quand tu commences en tant que jeune chercheur, tu seras forcément à la paillasse, au moins pendant peut-être 6 mois, si ce n'est plus. Après un certain temps, on a une responsabilité pour on dirige par exemple des techniciens, mais ça dépend vraiment beaucoup du modèle de l'industrie dans laquelle tu vas travailler. Donc il y a le modèle chef de labo et il y a le modèle juste normal, scientist. Et donc du coup, tu peux rester même plus longtemps à la paillasse si tu le souhaites. Ça va un petit peu dépendre de ta motivation pour rester à la paillasse ou non. Et tu as posé la question de comment est le métier, c'est ça? Tu voulais avoir plus d'informations sur le métier en soi? Oui, oui, Ouais. parce que quand j'étais en Allemagne, par exemple, tous mes chefs, donc ils avaient fait un doctorat aussi Mmh. mais par contre, ils n'étaient jamais dans les labos. Ils étaient donc dans leur bureau, ils étaient beaucoup, au téléphone avec les clients, Mmh. avec, des partenaires, de Belgique, un peu partout dans le monde et en fait, ils s'occupaient surtout, en fait, de faire en sorte que les voies de synthèse fonctionnaient bien. Ils s'assuraient de la qualité du produit, de la pureté, du rendement et ils donnaient des fois quelques conseils, mais sinon dans le labo, ils ne touchaient jamais, à la paillasse ou quoi que ce soit. Donc c'était pour savoir, du coup, vous, votre mission, votre rôle, au sein de l'entreprise. Hem, oui, là encore, tu as dû voir le modèle chef de labo technicien en Allemagne, j'imagine, non? Oui, c'était ça, Mais oui. oui, sinon le rôle, qu'on a, déjà, il y a un rôle que vous connaissez, hein, c'est le rôle du chimiste organicien, c'est-à-dire qu'effectivement, on désigne les voies de synthèse, heu, on est ou pas au labo pour les synthétiser. Donc moi, par exemple, dans mon entreprise, c'est favorisé si tu es au labo et si tu continues à synthétiser les molécules toi-même. Donc ça va vraiment dépendre de la personne. Hem, on fait beaucoup oui, comme ce que tu as un peu décrit, c'est pas les clients, enfin, en tout cas, pas de ce que je connais moi, mais on va beaucoup travailler en collaboration avec les collègues des autres fonctions. Donc le chimiste médicinal, il va avoir beaucoup de contacts avec les biologistes, par exemple, ou avec les gens de PK. Enfin, tu as beaucoup d'interactions, en fait. Donc tu organises des meetings, où les résultats vont être discutés. Il y a des meetings aussi avec je crois que je suis partie, je sais pas pourquoi. Il y a des meetings avec par exemple, dans l'équipe de chimie où tu vois, on va prioriser quelles molécules devaient être synthétisées, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup oui, il y a une partie au laboratoire, mais il y a aussi, oui, une grosse partie où ça va plutôt être de l'organisation, gérer les projets, et effectivement, on s'éloigne au fur et à mesure quand même du labo. Mais c'est quand même important de rester toujours très présent et effectivement, de pouvoir aider les collègues aussi dans leur synthèse et s'il y a des problèmes de synthèse, ça c'est sûr. Et bon, après, le chimiste médicinal, c'est vrai qu'il n'est pas que chimiste organicien, il va vraiment, comme j'ai un peu précisé avant, regarder les résultats, voir la relation entre les molécules et les datas et essayer de faire, on appelle ça les learning cycles, où on design la molécule, on la profile, on regarde qu'est-ce qu'on doit optimiser. Et il y a un continuum comme ça, hein, qui se fait. Ouais. Je ne sais pas si ça D'accord. répond complètement à ta question. Si, si, c'est très bien, merci. Encore quelques questions? Pas d'autres questions, même sur le chat? Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là si tout le monde a pu poser les questions qu'il avait. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos attentes. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation et un grand merci à Léa et Amanda ce soir qui ont répondu à vos questions.
Et puis, suivez-nous donc sur les différents sites de la SCT, LinkedIn, Twitter, et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, c'était très intéressant. Bonne soirée.